Aujourd'hui, je ne vais pas y aller par quatre chemins, mon message est clair, il vous invite à faire un choix radical. Voulez-vous continuer à arroser cet État qui se gave de votre argent pour vous nuire tous les jours un peu plus ? Ou préférez-vous financer un projet qui vous ressemble avec des gens qui vous parlent des véritables enjeux qui vous concernent ? Voulez-vous continuer à vous saigner pour que les médias d'oligarques vous vendent la guerre et vous méprisent ? Ou préférez-vous accompagner un média qui décrypte les véritables enjeux économiques et géopolitiques, ceux qui ont des conséquences réelles sur vos vies ? Vous l'avez compris, la question est simple. Allez-vous longtemps financer vos bourreaux ? Ceux qui se moquent de vous ? De votre sécurité, de votre santé, de vos vies, ceux qui censurent TV Liberté et font fermer nos comptes en banque pour nous empêcher de vous informer. Maintenant, c'est le moment de choisir où va votre argent. Changez de système. Aidez TVL. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, nous allons évidemment en parler de l'actualité, une actualité brûlante. Nous sommes près d'une semaine après les frappes américaines en Iran. Alors, quels étaient les objectifs de cette opération ? Sont-ils atteints ? Quels sont les enjeux de cet affrontement entre Israël, l'Iran, mais aussi Washington ? Et puis, comme toujours, nous allons voir aussi la grande question à laquelle nous cherchons toujours une réponse. Où est l'Europe dans tout ça ? Avant de répondre à tout cela, bien entendu, je compte sur vous, chers amis, pour le succès de cette émission. Alors pensez à cliquer sur le pouce en l'air, ça vous prend 1 seconde et c'est très efficace pour le référencement. Pensez aussi à nous écrire dans les commentaires au fil de l'émission. Vous savez que je vous réponds chaque semaine. Et puis bien sûr, relayez au maximum cette vidéo. C'est parti. Et à mes côtés cette semaine, Caroline Galacteros. Bonjour madame, merci beaucoup d'être avec nous. Mais bonjour Élise, c'est toujours un plaisir de venir. Le plaisir est toujours partagé. Vous êtes géopolitologue, docteur en sciences politiques, présidente du think tank Géopragma. Et on peut maintenant vous retrouver très régulièrement sur YouTube comme TVL, sur la chaîne Paix et Guerre. Et alors j'ai mis... d'actualité, le nombre d'abonnés, maintenant, c'est plus de 125 000 abonnés. Donc, chers téléspectateurs, si vous voulez davantage d'analyse de Caroline Galacteros, c'est dès à présent sur la chaîne Paix et Guerre. Il suffit de vous abonner et peut-être même de souscrire pour avoir des infos exclusives. Alors, Caroline Galacteros, on est une semaine après cette décision de Donald Trump. Il a frappé sur plusieurs sites en Iran, tout particulièrement le site nucléaire de Fordo. Ça faisait suite à une semaine d'affrontements entre Tel Aviv et Téhéran, initiés par des frappes israéliennes. Pour vous, à quel problème prioritaire répondaient les frappes américaines ? Pour moi, elles répondaient à la nécessité d'arrêter l'escalade, d'arrêter la spirale dans laquelle Israël n'était pas, à mon avis, je peux être démentie naturellement, mais enfin, n'était pas en position de force. C'est-à-dire que les répliques iraniennes aux attaques israéliennes ont été crescendo, mais constantes, très calibrées et fortes. Et il y a de très grosses destructions en Israël. De très grosses destructions. Alors évidemment, il y a un blackout informationnel vers l'extérieur, donc on dit que ça va, oui, ça va, mais enfin, néanmoins, l'Iran a répliqué et a montré qu'il avait l'intention et la détermination pour le faire. Ces attaques étaient évidemment totalement illégales, comme d'ailleurs les frappes américaines. Bon, là, ça pose quand même un très gros problème sur l'évolution des relations internationales. Mais en tout cas, moi, je vois ce qu'a fait Trump comme une manière à la fois de venir au secours d'Israël et en même temps de forcer très rapidement à un cessez-le-feu, à un arrêt. Espérons que ça dure, rien n'est certain, mais il fallait arrêter les frais, c'est-à-dire empêcher que les États-Unis soient entraînés dans un soutien trop lourd, trop long et très très aléatoire, et deux, arrêter les répliques iraniennes, puisque on peut quand même dire qu'en dépit de toutes les déclarations de Donald Trump qui s'apparentaient à un chantage pur et simple vis-à-vis des autorités iraniennes,
eh bien, l'Iran a considéré qu'il ne se laisserait pas faire. Et ça n'était pas terminé, ça pouvait continuer. Voilà. Donc, on a le sentiment... Oui, Pardon, je termine juste. Non, je vous en prie, c'est moi qui suis trop longue. Les défenses antiaériennes israéliennes ont été mises à mal. Le dôme de fer, la défense multicouche aussi. Voilà, ça ne pouvait pas durer, sauf à imaginer un engagement américain au long cours très lourd, pour lequel il y a quand même beaucoup de gens à Washington et notamment au Pentagone qui sont extrêmement circonspects, réticents et opposés, on va dire. Et on avait le sentiment justement que ces frappes étaient très différentes de part et d'autre, c'est-à-dire que chaque arme utilisée par Israël, chaque élément de la défense antiaérienne coûtait énormément d'argent, tandis que les frappes iraniennes étaient beaucoup plus restreintes, plus calibrées, peut-être plus ciblées, mais de fait beaucoup plus impactantes, j'allais dire, pour Israël, puisque pour arrêter un missile, si je caricaturais, un missile qui vaut 1, il fallait une défense aérienne qui coûtait 12. Quoi. Oui, tout à fait. Le ratio était de 1 à 12, effectivement. En termes de nombre, et puis alors en termes d'argent, n'en parlons pas, parce que l'Iran est allé progressivement, mais c'est sa stratégie depuis le début des provocations israéliennes l'année dernière. C'est-à-dire, vous vous souvenez peut-être, quand le consulat iranien à Damas a été détruit entièrement, il y a eu une première riposte iranienne, très calibrée, très calibrée. Il y a eu une deuxième série d'attaques et de provocations israéliennes pour pousser, là encore, au dérapage, en fait. Au dérapage et derrière à l'engagement américain lourd. Pas forcément au sol, mais en tout cas lourd. Et là aussi, l'Iran avait répliqué de manière très calibrée en prévenant les Américains, etc. Et là, on a vu que ça s'est passé aussi, y compris quand l'Iran a frappé le CENTCOM, enfin la base américaine au Qatar, qui est quand même le centre des opérations américaines sur la zone. Ils ont prévenu les Américains d'abord. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a un côté chorégraphie, il y a un côté... on sait, chacun doit faire quelque chose et le fait, mais on fait en sorte que ça ne parte pas en vrille. Voilà. C'est très intéressant ça maintenant, parce qu'on a l'impression d'assister à une forme de guerre-spectacle quelque part, où effectivement, avant une frappe, on prévient l'adversaire ou l'allié de l'adversaire pour que l'adversaire soit plus ou moins prévenu. C'est difficile à comprendre exactement quelles sont les implications d'une telle guerre qui n'a plus rien d'une guerre conventionnelle, même quand tu utilises des armes conventionnelles. Oui, mais c'est malheureusement, dans le désert diplomatique qui est le nôtre, c'est une petite poire pour la soif. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ça, eh bien, si vous voulez, moins vous agissez d'une certaine façon en prévenant votre adversaire que vous allez faire quelque chose, plus vous prenez le risque de le surprendre et d'entraîner des réactions disproportionnées. C'est le problème aussi qu'avaient les Russes et les Américains. Enfin, c'est un problème général, c'est-à-dire il y a une codification malgré tout des méthodes. Évidemment en matière nucléaire, là il y a des systèmes d'alerte, il y a des systèmes... Mais même quand les avions survolent un certain nombre de pays, ils doivent dire non seulement aux pays qu'ils vont survoler, mais dans un cadre de conflit plus ou moins ouvert, ou en tout cas très vocal, il y a des échanges, Dieu merci, Dieu merci. Donc oui, du point de vue des téléspectateurs, ça paraît ça peut paraître artificiel, mais ça ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une intention de montrer sa force, une intention de montrer sa détermination, une capacité à dire si vous continuez, je vais continuer aussi. Ne vous imaginez pas que je vais m'arrêter parce que vous m'expliquez que je dois me soumettre ou mourir. Voilà. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a l'impression qu'ils respectent une forme de droit de la guerre, alors même que le droit international, lui, en revanche, est quand même piétiné depuis pas mal de temps. Ah, totalement. Non, mais là, on est face quand même à... C'est pas le début de la jungle, là. On est en pleine jungle profonde, là. Le droit... Bon, c'est vrai que ça date pas de cette affaire-là, bien sûr. On peut penser au Kosovo, on peut penser à l'Irak d'une certaine manière, on peut penser... Je parle même pas... Il y a même parfois des interventions qui ont été autorisées, y compris par l'ONU, puisqu'en fait, je rappelle quand même que pour se permettre d'aller intervenir militairement sur un autre territoire, il faut soit avoir été agressé directement, ce qui n'était pas le cas des États-Unis, ni d'ailleurs d'Israël dans cette affaire, mais il faut quand même, théoriquement, que les Nations Unies soient d'accord et activent
le chapitre 7, c'est-à-dire la menace contre la paix et la sécurité internationale, qui autorise un ou plusieurs États, selon, à réagir. Donc là, il n'y a rien de tout ça. On est dans l'auto-saisine, dans la démonstration de force. Et donc, évidemment, ces calculs sont quand même assez aléatoires. Et là, on voit bien, moi j'ai intitulé sur PEGA ma dernière mondoscopie « Le pari perdu de Donald Trump ». J'ai mis un point d'interrogation, parce que, voilà. Mais on n'est pas sectaire. je pense qu'il a à la fois réussi, d'une certaine manière, à verrouiller l'affaire avant que ça ne dérape complètement, et qu'Israël ne soit en trop mauvaise posture. Donc il a fait ce qu'il devait faire politiquement, entre guillemets. Et en même temps, l'Iran a démontré que c'était une bien plus forte partie à taper, à déstabiliser, qu'on ne pouvait le croire ou qu'on ne pouvait s'en féliciter. Puisqu'en fait, on a beau dire non, mais l'objectif c'était détruire les installations nucléaires iraniennes, le programme nucléaire iranien, etc., ce qui est une partie du problème. L'idée c'était quand même le régime change. Vous avez même le fils du Shah qui était déjà en train de proposer ses services. Hein. Donc, et de ce point de vue-là, pour l'instant, il y a quand même eu une réaction qui est assez logique d'une population attaquée. Il y a quand même des centaines de morts. Hein, avec en Iran. Frappes. Ah oui, en Iran. D'une population attaquée autour de son pouvoir. Donc ça a renforcé concrètement, en tout cas pour l'instant, le guide suprême, le gouvernement actuel. Enfin, le gouvernement... le gouvernement actuel. Voilà. Le pouvoir iranien. Voilà, le pouvoir iranien. Voilà. Vous avez parlé donc de ces difficultés israéliennes au secours desquelles donc Donald Trump est arrivé. Donc vous évoquez aussi la question du nucléaire iranien. Je vous propose d'écouter tout de suite Tulsi Gabbard. Elle s'était exprimée il y a quelque temps sur cette question du nucléaire iranien, nucléaire militaire. Je vous propose qu'on l'écoute. La communauté du renseignement continue d'estimer que l'Iran ne construit pas d'armes nucléaires et que le guide suprême Khamenei n'a pas autorisé le programme d'armes nucléaires qu'il a suspendu en 2003. Le CI surveille si Téhéran décide de réautoriser son programme d'armes nucléaires. Alors, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, donc ça laisse un peu perplexe quand même ces propos par rapport à la suite des événements. Alors, ce qui est très probable, parce qu'en fait, ce qui a déclenché tout ça, c'est ce qui a permis finalement à Israël d'essayer de tenter de prendre la main et de lancer ses attaques, ce qui est quand même l'obsession israélienne depuis des décennies, à vrai dire, celle de Benjamin Netanyahou. L'obsession bien partagée, hein, il ne s'adore pas dans la région. Hein. Non, mais personne ne s'aime, d'ailleurs, ce n'est pas forcément l'objectif, mais c'est une vieille affaire, si vous voulez. Bien sûr. Donc il fallait trouver un moyen. Le moyen, à mon avis, ça a été la déclaration du chef de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, Raphaël Grossi, qui, il y a quelques semaines, un peu en amont, mais pas très long, une semaine peut-être, je ne sais plus exactement, avant le début des frappes israéliennes, a dit « l'Iran n'est pas tout à fait compliant, n'est pas tout à fait en accord, en respect des demandes de l'AIEA, des inspections de l'AIEA, etc. » Et là, ça a tapé. Parce que, depuis 2003, l'Iran était en accord et même a autorisé énormément de choses, énormément d'inspections, y compris des inspections avec très court préavis, y compris des gens qui pouvaient être là de manière permanente, etc., pour inspecter son programme nucléaire. Donc il est vrai que Khamenei, à ce jour, n'a jamais... comment dirais-je, annoncer que l'Iran pouvait, d'un point de vue religieux, chercher à acquérir l'arme nucléaire militaire. Oui, parce que ça aussi, il faut le rappeler, c'est un point qu'il faut rappeler, c'est qu'initialement, il a été considéré par le guide suprême, je pense, de l'époque, qu'on ne pouvait pas développer l'arme nucléaire en Iran, puisque c'était pas conforme avec le droit islamique. Voilà, donc ça c'est l'état des choses. Après, pour que Tulsi Gabbard, en mars dernier, dise ça veut dire qu'elle coordonne l'ensemble de l'appareil de renseignement américain. Ça veut dire qu'à l'AIEA, il y a au moins une, voire plusieurs taupes, agents de la CIA
ou du Mossad, ou de la CIA rapportant, ou du Mossad rapportant à la CIA qui rapporte au président. Bon, enfin bref, pour que des rapports comme celui-ci, comme celui de Gabart, puissent être dévoilés, il faut qu'ils aient de véritables informations. Donc, c'est probablement le cas. C'est probablement le cas. Je rappelle qu'au moment des frappes israéliennes, l'Iran était en négociation indirecte. On allait commencer le 6e round de négociations indirectes pour remettre en place une forme d'accord sur le contrôle, du programme nucléaire iranien civil. Et qui s'était arrêté parce que Trump était sorti des accords. Alors, il y avait eu l'accord qu'on appelait le JCPOA en 2015, qui a été effectivement dénoncé, dont Trump est sorti et dont les Européens n'ont pas fait grand-chose pour que, malgré tout, ça reste en place, même si l'Iran est resté pendant longtemps encore compliant, avant petit à petit de se rétracter, de dire, écoutez, moi je reprends mon enrichissement. Et comme sur l'Ukraine d'ailleurs, malheureusement, dans ces rounds de négociation, parce que c'est bien gentil de dire qu'on veut négocier, mais il faut quand même partir de bases sur lesquelles on peut au moins discuter. Là, les bases américaines proposées, c'était un peu comme en Ukraine avec le plan Kellogg, c'est-à-dire c'est un truc totalement inacceptable. L'Iran doit renoncer à tout programme nucléaire, évidemment militaire, mais aussi civil, doit renoncer à son arsenal balistique, qui est quand même son moyen de défense, son moyen de dissuasion, certes asymétrique, mais quand même important, et on vient de le voir, vis-à-vis d'Israël. Donc on était sur des positions, si vous voulez, où vous créez l'échec, quoi. Vous partez de si loin qu'à moins que l'Iran se mette à nu et dise bon d'accord, très bien, j'admets pour toujours et à jamais de rester finalement vulnérable, extrêmement vulnérable vis-à-vis d'Israël, sachant qu'Israël, pendant ce temps, et au long cours, et depuis très longtemps, infiltre les services, infiltre l'administration, infiltre le pays, assassine et a une bombe nucléaire. La bombe est la seule puissance nucléaire de la région, et assassine quand même larga manu des scientifiques de tout poil nucléaire iranien. Enfin, ça n'arrête pas. Je ne parle même pas des assassinats du Hamas, du chef du Hezbollah, etc. Là, simplement sur la question proprement nucléaire, il y a quand même une réalité aussi qu'on ne peut pas nier. Donc l'Iran, effectivement, s'était retiré, mais il n'a pas dit qu'il... Et là encore, ça vient d'être redit. Le guide suprême et son ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères du président Pezeshkian, M. Arachi, a dit nous allons reprendre notre programme d'enrichissement d'uranium. Les dégâts causés par les frappes américaines ne sont pas ceux dont Trump... Ça, on va y revenir longuement. Voilà. Mais ils continuent à dire qu'ils ne veulent pas de nucléaire militaire. Alors, est-ce qu'on est dans une pause? Est-ce que toute cette séquence n'est qu'une pause? Parce que se passe-t-il? Il vient d'y avoir une loi, je crois hier, ou avant-hier, au Parlement iranien. Il n'y a plus que le guide qui doit signer. Le Conseil de sécurité suprême national a aussi donné son aval. Une loi disant qu'il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Iran. Ça veut dire que le pays, ça devient aveugle, si vous voulez. Avant, on avait tout ça, on avait un moyen de contrôler. Là, ça devient aveugle. C'est qui tout double. Parce qu'à partir du moment où c'est aveugle, évidemment, les Israéliens comme les Américains disent alors on ne sait plus rien, donc on va taper par, comme ils disent, de manière préemptive, préventive, enfin. Bon. Voilà. Ou alors, ça va être un durcissement, en fait, du régime, et ça, c'est probable. Pour se maintenir, pour arrêter d'être fragilisé. Peut-être, petite parenthèse sur la doctrine nucléaire, entre guillemets, initialement, dans nos pays, surtout la France, bien sûr, la vision du nucléaire, c'est un pouvoir dissuasif. Et de fait, la dissuasion fonctionne quand tout le monde l'a. Et ça empêche que chacun puisse l'utiliser. Donc, est-ce que concrètement, après cette opération américaine sur le sol iranien, les Iraniens ne sont pas tentés de se dire dépêchons-nous de développer l'arme atomique, précisément si on n'est plus sous la coupe de l'AIEA,
de telle sorte que l'on puisse avoir un parallélisme avec Israël et que, de ce fait, on se regarde en chien de faïence et qu'il n'y ait plus ce genre de problème. Là, vous touchez le fond du problème. C'est que l'arme atomique est une arme de non-emploi. À part les Américains, personne ne s'en est servi. Okay, c'est bien de le répéter, ça. À part les Américains, personne ne s'en est servi. Voilà, à ce jour, à ma connaissance. Bon. Donc, maintenant, on la miniaturise. Il y a du nucléaire dit tactique. Bon. Et il y a certaines doctrines qui expliquent qu'elles s'autorisent à une frappe nucléaire en premier. Ce n'est pas le cas de notre État. Mais dans le cas, là, au Moyen-Orient, effectivement, ce qu'on appelle l'équilibre du Moyen-Orient, c'est en fait le monopole nucléaire d'Israël. Et l'Iran, comme l'Arabie Saoudite, comme d'autres États, savent très bien que, en fait, la seule manière de sanctuariser véritablement leur territoire, c'est d'avoir l'atome militaire. C'est-à-dire de pouvoir exercer ce fameux équilibre de la terreur qui fait qu'on sait bien qu'on ne va pas prendre le risque d'aller vitrifier Israël, même si on appelle à ça. C'est pour ça qu'il y a énormément de mythologie, de part et d'autre d'ailleurs, sur on veut rayer Israël de la carte, on veut rayer l'Iran de la carte, on veut... Bon, si les deux étaient nucléaires, personne ne va se rayer de la carte. Okay, ça ferait baisser d'un ton. Personne ne va se rayer de la carte, parce que la sanctuarisation est immédiate. Bien sûr. Donc on sait qu'on sera détruit en totalité si on lance une attaque. Voilà. Il y a un pouvoir égalisateur de l'atome, et c'est-à-dire que même si on n'a que 100 têtes et que l'autre en a 500, malgré tout, cet équilibre existe. En tout cas, c'est beaucoup trop dangereux. Donc expliquer que le régime actuel iranien, des mollahs, comme on l'appelle, c'est des fous furieux, c'est des dingues, ils sont irrationnels, ils vont s'en servir, ils vont rayer Israël. Tout ça n'est pas sérieux. Le véritable problème de l'Iran, pour moi, à mon avis, de l'Iran pour Israël, c'est essentiellement la concurrence. C'est la concurrence économique. Et c'est même une concurrence qui pourrait être très disproportionnée, puisque l'Iran, c'est quand même 90 millions d'habitants, pas Israël. C'est une vieille civilisation. C'est un niveau intellectuel, scientifique, académique, technologique, industriel, et je ne parle même pas de la culture. C'est pas, voilà, c'est des Perses quand même, hein, qui est comparable. Et certains chefs israéliens l'ont dit d'ailleurs à un moment donné, pas très récemment, mais moi j'ai déjà écouté un certain nombre de choses dans ce domaine, et c'est clair. Donc le problème, c'est que le jour, là ça fait 20 ans qu'on leur a mis des sanctions. Donc oui, quand on dit la société iranienne va très très mal, ce régime vraiment est affreux. Oui, d'accord, ça fait 20 ans qu'ils sont sous sanctions. Imaginons notre pays depuis 20 ans sous sanctions. On a déjà les sanctions russes qui marchent pas mal. Hein. Voilà, mais imaginez si vous aviez les sanctions des États-Unis, des autres pays. Enfin, qu'est-ce que ça pourrait donner ? C'est aussi une belle arme pour le régime change. Hein. Alors, quoi, les sanctions ? Mais c'est fait pour. C'est fait pour fragiliser le socle de popularité d'un régime sur le thème, alors vous n'êtes plus capable, 1, de me protéger, 2, de me faire bouffer, 3, de m'offrir des perspectives de vie. C'est là que ça commence à grogner, à ranger, etc. Donc ça, c'est un sujet. Et si on imagine c'est pour ça que les Israéliens sont contre tout accord. Ils ne veulent pas d'accord. Et d'une certaine manière, les frappes israéliennes ont arrêté le processus. Bon, là, Trump essaie de le remettre en place parce qu'il a vu que de toute façon, il n'y arriverait pas lui-même militairement. Ce serait trop dangereux pour les États-Unis de s'engager militairement trop directement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce coup de semonce qui est une manière de dire, écoutez, on a fait le job, là maintenant, on revient à une discussion. Comment vous expliquez que la Russie soit restée assez silencieuse après cette affaire ? On sait que la Russie a profité, et profite encore d'ailleurs, d'une partie notamment des drones iraniens, les fameux Shahed. On peut considérer sans mal quand même que Moscou et Téhéran sont plutôt alliés. Ils sont dans les BRICS, etc., etc., etc. Et pour autant, on n'a pas entendu Vladimir Poutine. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas parlé, mais publiquement, il n'a pas fait de déclaration très claire sur ce qu'avait fait Donald Trump. Il a condamné les frappes israéliennes et américaines. Il a dit, je ne sais plus si c'est lui qui l'a dit ou si c'est Lavrov, son ministre des Affaires étrangères,
qui a dit il y a quelques jours, mais les Iraniens ne nous ont pas demandé d'aide militaire. Qui nous en demandaient. Donc, comme d'habitude, la Russie se met dans une position de surplomb, comme la Chine d'ailleurs, puisque la Chine et l'Iran ont un accord très important de partenariat. L'Iran et la Russie ont un accord très important aussi, stratégique, mais qui n'est pas un accord d'alliance militaire. C'est-à-dire il n'y a pas d'obligation pour l'un ou pour l'autre de voler au secours militairement de celui qui serait agressé. Donc c'est pas l'OTAN, mais c'est un partenariat très large. Il peut y avoir une aide militaire, si vous voulez, mais c'est pas la Russie va aller défendre l'Iran, sauf si elle le décide. Bien sûr. Et donc je pense que Poutine, qui lui, par ailleurs, ne veut pas se mettre au même niveau, entre guillemets. Hein. Lui, il est au niveau, de son point de vue, des États-Unis et de la Chine. C'est le triumvirat. Voilà. Donc, et lui, il est en train de discuter, malgré tout, toujours, de manière, à mon avis, assez dense, même si on n'en parle pas beaucoup, avec Donald Trump. Avec Donald Trump, le canal, Dieu merci, de négociations russo-américains à très haut niveau est toujours là. Et je pense qu'il y a sans doute eu des échanges aussi de... comment dirais-je, peut-être même que pour calibrer la frappe américaine, ils se sont parlé, ils se sont dit, bon, ok, je fais ça, boum. Voilà, donc si vous voulez, il y a plusieurs niveaux dans ce qui est montré comme une action militaire américaine. Il y a son objectif immédiat, apparent et avoué, c'est aider Israël. Il y a son objectif derrière qui est d'arrêter les frais et d'empêcher que ça ne dégénère. Il y a un autre objectif qui est de faire ça sans que la Russie ne soit poussée à des réactions extrêmes ou à des représailles sur d'autres sujets importants. Si vous voulez, c'est du billard à beaucoup de bandes. Hein, voilà. Donc, c'est assez logique. Enfin, moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu comprendre, c'est assez attendu. C'est assez attendu parce que sinon bah, la Russie perd tout. Si elle va rentrer militairement là, ça c'est peut-être ce qu'attendent les néoconservateurs américains, d'accord, mais c'est pas du tout ce qui est important pour la Russie du point de vue de ses intérêts, à la fois en Europe et même au Moyen-Orient. Puisque la Russie était pas oublier, la Russie c'était le monsieur bons offices aussi pour Trump vis-à-vis de l'Iran dans cette fameuse négociation dont certains disent que c'était un pur fake et une pure mascarade et qu'en fait tout était prévu, etc. Mais dont on peut aussi penser qu'il va être maintenant de l'intérêt des États-Unis d'arriver à quelque chose. Bien sûr, évidemment. En tous les cas, après ces frappes, Donald Trump s'est rapidement félicité d'avoir mis hors d'état de nuire, j'allais dire, le programme nucléaire iranien. C'est aussi la voix qui s'est élevée en Israël. Je vous propose qu'on écoute cela tout de suite. Non, je pense que c'est une formidable victoire pour tout le monde, y compris pour l'Iran. Ils ont un pays, ils ont du pétrole, ils sont très intelligents et ils peuvent revenir. Israël a été très durement touché, surtout ces 2 derniers jours. Israël a été très durement touché. Ces missiles balistiques ont détruit de nombreux bâtiments et ils ont été très efficaces. Bibi Netanyahou devrait être très fier de lui et ils ont vraiment été formidables. Mais les Iraniens ne construiront pas de bombes avant longtemps. Je pense qu'il s'agit de décennies car je ne pense pas qu'ils recommenceront. Je ne pense pas qu'ils le feront. Je pense qu'ils vont prendre leur pétrole, qu'ils vont avoir des missiles et qu'ils vont avoir des moyens de défense. Je pense qu'ils en ont assez. Ils viennent de vivre un enfer. Je pense qu'ils en ont assez. La dernière chose qu'ils veulent faire, c'est enrichir de l'uranium. Let me share with you the assessment of Israel's Permettez-moi de vous faire part de l'évaluation de la Commission israélienne de l'énergie atomique, la CIEA. Et je cite, « La frappe dévastatrice des États-Unis sur Fordo a détruit l'infrastructure critique du site et rendu l'installation d'enrichissement inutilisable. Je poursuis, l'évaluation est que les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes, combinées aux frappes israéliennes sur d'autres éléments du programme militaire nucléaire iranien, ont retardé de nombreuses années la capacité de l'Iran à développer des armes nucléaires. Alors, ce que l'on voit et ce que l'on peut conclure tout de suite, c'est que, j'allais dire, la voix officielle
de la Maison-Blanche comme de Tel Aviv est parfaitement aligné. La frappe a fonctionné et c'est une réussite. Non, mais ils ont tout intérêt à dire ça. Ils ont tout intérêt à dire ça. Parce que précisément, qu'elle ait fonctionné ou pas n'est pas tellement le sujet. La question, c'est que ça arrête la situation d'Israël qui était en train de se dégrader. Je rappelle qu'il y a plusieurs bases qui ont été frappées, je crois 5, plus le QG du Mossad, plus le QG de l'unité cyber des services israéliens, enfin des forces israéliennes, une grande partie d'Haïfa, une partie de Tel Aviv. Enfin, il y a des dégâts considérables. C'est considérable ce qui s'est passé. Là, je pense qu'Israël ne s'attendait pas à ça. Enfin, je veux croire qu'ils ne s'attendaient pas à ça, parce que sinon, ça veut dire qu'ils étaient capables, ils anticipaient qu'ils pouvaient avoir ce type de dégâts. Bon, ce serait inquiétant, ouais. Très inquiétant par rapport à ce que veut véritablement le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Donc, les politiques américains et israéliens, ils veulent dire, en gros, on a fait le job, c'est bon. Les Iraniens se sont arrêtés grâce à nous, grâce à ce qu'on a fait. Et ils sont repartis au calende grec pour l'enrichissement. Bon, alors, sur l'assessment, sur l'évaluation des dégâts, damage assessment, donc il y a eu un premier bilan officiel qui a fuité dans les médias américains, enfin anglo-saxons, et qui a dit, et après, pas terrible. C'est des informations qui seraient venues du Pentagone. Voilà, c'est pas tout à fait. Bon. Alors, Trump a immédiatement s'est dit, ça y est, on est en train encore de me savonner la planche. Donc, pas du tout. Tous ces gens sont contre moi. Moi, je vous dis que... Bon. Et maintenant, les dernières informations, c'est qu'en fait, ça va prendre plusieurs semaines pour avoir une véritable évaluation sérieuse et précise des dégâts. Je pense que ça va leur donner le temps de concocter quelque chose qui dise, voilà, on a réussi, on a fait ci, on a fait ça. Après, quels sont les dégâts réels ? Je n'en sais rien moi-même. Parce que beaucoup de choses sont dites. Sans doute, ça a forcément eu un impact, ça a fragilisé des choses. Parce que si je résume rapidement tout ce qui a été dit, globalement, les frappes ont été extrêmement efficaces, les installations nucléaires sont désormais détruites. Il y a eu également, en fait, les frappes étaient en surface et comme les installations nucléaires étaient souterraines et très souterraines, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu aussi la version selon laquelle la matière fissible iranienne a été déplacée 48 heures avant les frappes parce qu'ils étaient informés des frappes. Donc en réalité, on s'est vraiment rendu compte, après cette voix officielle qu'on vient d'entendre aussi bien de Washington que de Tel Aviv, qu'il y avait d'autres voix qui s'élevaient après pour nuancer considérablement la réussite de cette opération. Et ce n'est pas anodin, parce que, comme vous le dites, rien n'est anodin et rien n'est innocent. Non. Si des voix s'élèvent pour dire que ça n'a pas fonctionné, c'est dans le but de provoquer quelque chose, j'imagine. Alors, ça peut être dans le but de fragiliser Netanyahou et son gouvernement. Ça peut être dans le but de fragiliser la voix de Trump qui, lui, voudrait que ça s'arrête maintenant et qu'on discute en fait business, comme d'habitude, gros sous. Et ce qu'il dit n'est pas faux. C'est-à-dire, oui, effectivement, l'Iran a des ressources. Donc en fait, la question, et c'est pour ça que les Iraniens se prêtaient de nouveau à des négociations, après ce qui s'est passé avec le JCPOA et la manière dont les Américains et Trump, à l'époque, s'en sont dégagés, sur pression israélienne certes, mais enfin ils s'en sont dégagés en 2018. Le pouvoir iranien veut que les sanctions soient allégées, voire levées. C'est comme ça que l'Iran pourra enfin respirer un peu et que la population iranienne pourra se développer comme elle devrait pouvoir se développer. Et ça, évidemment, ça va contre les objectifs israéliens. De même que va contre les objectifs israéliens la perspective qui avait été ouverte en mars 2023 d'un rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran à l'époque. Parce que tout ça, ça n'a pas commencé il y a 15 jours. C'est une vieille histoire, et encore infiniment plus vieille d'ailleurs, des décennies encore. Donc, c'est vraiment tout l'équilibre qui est en train de sans parler bien sûr de ce qui se passe à Gaza, puisque là, le chef d'état-major israélien, hier ou avant-hier, hier je crois, ça passe tellement vite que je sais plus à un jour près, a dit, bon, maintenant notre priorité c'est Gaza. Ce
qui d'une certaine manière fait très peur. On se recentre sur Gaza. Pour l'instant, on considère que voilà, on a éteint le feu. On a éteint le feu de l'Iran devenant puissance nucléaire demain matin. Voilà. Bon, et en même temps, on sait qu'il y a des plans de cessez-le-feu qui sont discutés pour Gaza, avec le Hamas qui accepte en fait son éviction, avec l'Arabie Saoudite qui reconnaît Israël, avec voilà, il y a tout un tas de choses qui sont en train de se discuter par ailleurs. Donc, pour l'instant, je pense qu'Israël doit, peut-être essayer de réparer tous les dégâts qui ont été faits par en fait ce qu'ils ont déclenché, par les représailles à ce qu'ils ont déclenché. Ils ont cru pouvoir se le permettre. C'est là que je dis que le pari était délicat et tout le monde l'a à la fois gagné et perdu, si vous voulez. Il n'y a pas de régime. C'est d'ailleurs ce qui ressort. Voilà, il n'y a pas de régime. Il n'y a pas de le régime est toujours là. Il a bien compris maintenant que c'était pas de la blague. C'était pas de la blague. Donc ça ne va pas pousser non plus les Iraniens à vouloir faire amende honorable ou à vouloir cesser l'enrichissement. Toutes les déclarations vont en sens inverse, ils vont continuer leur programme. Mais ils le doivent à leur peuple d'une certaine manière. C'est ça qu'on ne veut pas comprendre, parce que comme on a diabolisé le pouvoir et qu'on explique que le peuple est littéralement otage de ses gouvernants, ce qui est quand même peut-être un peu excessif, eh bien on ne comprend pas ce que c'est comme la Russie. On ne comprend pas ce que c'est qu'une population qui, sous une agression extérieure, fait corps, en fait, autour de son pouvoir, même si elle ne l'aime pas, même si une partie d'elle-même voudrait plus de liberté, ou le retour de je ne sais qui, ou la démocratie à l'occidentale, bien que ça reste à voir ce que ça veut dire. On a vu tous ces narratifs, j'allais dire, tous ces narratifs qui ont coexisté après les frappes. Et alors, on a assisté jeudi à quelque chose d'assez surprenant aux États-Unis. C'est cette conférence de presse avec Pete Hegseth et aussi le chef d'état-major, où on a vu littéralement Pete Hegseth voler dans les plumes de la classe médiatique. Je vous propose qu'on l'écoute et qu'on écoute ce qu'il racontait sur les opérations. La responsabilité de l'Europe dans l'OTAN a été accrue. La plupart des personnes pensaient que ce serait impossible. Il a dit que l'OTAN devait payer. Ils ont commencé au premier trimestre. Et là, deuxième trimestre, ils ont accéléré leur paiement. 32 pays de l'OTAN se sont engagés à dépenser 5% de leur PIB à la défense, à investir dans l'alliance de l'OTAN. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est les frappes en Iran, qui ont été une réussite énorme. Le président Trump a dirigé une opération militaire qui était la plus complexe et la plus secrète dans l'histoire. Cela a été une réussite énorme qui a eu pour conséquence un accord de cesser le feu et qui a mis fin à la guerre de 12 jours. Alors il y a beaucoup de discussions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Prenez du recul. C'était une action militaire décisive. Et grâce à cela, le président Trump a créé les conditions qui ont permis de mettre fin à la guerre. En anéantissant, en détruisant les capacités nucléaires de l'Iran. Et je m'adresse à vous, la presse. Vous, le cœur des médias. Parce que vous vous battez contre Trump. C'est dans votre ADN, c'est dans votre sang. Vous bouillez contre lui. Vous voulez qu'il ne réussisse pas. Et vous le voulez de toutes vos forces. Parce que c'était Trump, parce que c'était lui, le commandant en chef, eh ben, les médias ne veulent pas en parler. Alors vraiment, c'était une conférence de presse très intéressante. J'invite les téléspectateurs à la retrouver. En plus, c'est sur LCI. Ça vous fera une occasion de regarder LCI. C'est assez rare, donc il ne faut pas hésiter. Donc le secrétaire à la Défense pousse un coup de gueule, clairement à l'encontre de la presse américaine. Plus tard, dans la conférence de presse, il tresse aussi les louanges des soldats qui ont été engagés sur les opérations. Il parle des vols qui ont duré plus de 36 heures avec des ravitaillements, etc. Ils vont vraiment dans le détail. C'est très intéressant. Mais il y a aussi un point qu'on n'a pas vu, c'est qu'il évoque les infiltrés à l'intérieur potentiellement de la centrale nucléaire de Fordo. Et il évoque donc ces agents qui ont pu informer globalement l'armée américaine et qui justifient donc de fait la réussite
des opérations américaines. Alors c'est très surprenant de rentrer dans des détails, dans du secret défense, tout simplement comme ça, devant les médias. Oui. C'est spécial, on va dire. Je ne sais pas ce qu'il en est. Là où il est bon, c'est qu'effectivement, c'est un succès ce qu'a fait Trump, puisque ça a mis, comme il le dit, fin à la guerre des 12 jours. Après le succès réel au plan militaire, au-delà de l'organisation des B2, des 37 heures, des 3 ravitaillements en vol, de si, boum, on part de Missouri, on revient à Missouri, bon, oui, bien sûr, tout ça, c'est Top Gun, ok, très bien. Mais les dégâts, alors, s'ils avaient des sources qui étaient... je ne sais pas d'ailleurs, elles étaient en dessous au moment où ça a tapé ou alors non, ils avaient été exfiltrés auparavant, visiblement. C'est d'ailleurs, Père de Jong a profité d'ailleurs de l'occasion pour expliquer que de ce fait, on ne pouvait pas savoir si l'opération avait fonctionné puisqu'ils étaient partis avant. Oui. Voilà, donc il est dans son rôle, c'est-à-dire il doit montrer que les États-Unis savent tout, que les États-Unis anticipent Bien tout, sûr. que les États-Unis peuvent réagir, que les États-Unis ont des taupes partout. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au sein de l'AIEA aussi, c'est-à-dire que... Oui, mais le dire ouvertement, c'est peut-être pas le truc le plus judicieux pour que tout le monde rentre dans les clous et dans les accords. Je pense que les Iraniens ont, s'ils ne l'avaient pas déjà fait, bien pris la mesure du noyautage de beaucoup de leurs structures de renseignement et de commandement et tout court par des agents, qu'ils soient israéliens ou américains. Et je pense d'ailleurs que toute cette affaire va être l'occasion, et le prétexte idéal, en tout cas l'occasion, pour le pouvoir iranien de serrer les boulons, de faire la chasse. Je crois qu'ils en ont déjà sorti. Pas mal, ouais. Non, mais ils ont sorti, je sais plus, 700 agents de près ou de loin étrangers. Là, il y a quelques jours, ils ont arrêté 700 personnes, 700 individus. Bon. Donc, je pense que ça va être l'occasion d'une reprise en main, et ça va être peut-être l'occasion d'ailleurs, et là aussi, je ne suis pas sûre que de ce point de vue-là, ce soit une grande victoire, de resserrer les liens malgré tout entre la Russie et l'Iran, qui peut aider l'Iran en beaucoup de choses, sans venir forcément à son secours militairement, mais ne serait-ce que livrer un certain nombre de matériel de défense anti-aérienne, les aider en matière de renseignement, ça je pense que les Russes... S'y emploient. Ont des capacités. Voilà, donc après, oui, mais bon, moi en même temps, je suis d'accord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire que la presse est tellement depuis toujours, tellement anti-Trump, tellement, je crois qu'on lui a même reproché d'avoir dit nos pilotes étaient formidables, et il y avait quand même une nana ou un type qui est venu dire ah mais vous n'avez pas parlé du fait qu'il y avait une pilote femme, et pourquoi vous avez dit les pilotes en parlant des hommes, enfin bon. La pilotesse. Voilà, les pilotes. Enfin, c'est n'importe quoi, si vous voulez. C'est un niveau effectivement de haine et de volonté de casser tout ce que peut faire Trump. Je ne dis pas que je suis pour ce qu'il a fait. Je trouve que c'est absolument scandaleux au plan du droit international. Et moi, personnellement, pour moi, la Charte des Nations Unies, c'est quand même pas un bout de papier sur lequel on peut s'asseoir définitivement. Donc, tout l'enjeu va être là. Tout l'enjeu va être là en termes global de gouvernance internationale. Parce que sinon, ça va partir dans tous les sens quand même. Mais c'est vrai qu'il y a une haine, il y a une animosité, etc. Et que c'est pas plus mal. Un peu comme Vance l'avait fait vis-à-vis des Européens à la conférence de sécurité de Munich. Voilà, la conférence de sécurité de Munich. Là, Exet le fait vis-à-vis de la presse en disant bon, écoutez. Ancien militaire en plus, hein. Oui, ancien militaire, mais lui-même fragilisé aussi. Hein, il y en a qui essaient de le dégager parce qu'ils ne le trouvent pas assez dur, notamment sur l'Iran. Voilà. Donc. Alors, on a vu aussi que Donald Trump a rapidement déclaré un cessez-le-feu pour orchestrer la fin de cette guerre qu'il appelait de ses voeux, de fait. Cessez-le-feu qui, bien entendu, a été violé de part et d'autre assez rapidement. Je vous propose quand même d'écouter Donald Trump qui n'était pas content. Ils l'ont violé, mais Israël l'a violé aussi.
Remettez-vous en question l'engagement d'Israël? Dès que nous avons conclu l'accord, Israël a réagi en larguant une quantité de bombes que je n'avais jamais vue auparavant. La plus grande quantité que nous ayons jamais vue. Je ne suis pas satisfait d'Israël, vous savez. Quand je dis d'accord, vous avez 12 heures, vous ne pouvez pas sortir dès la première heure et larguer tout ce que vous avez sur eux. Je ne suis pas satisfait d'eux. Je ne suis pas content de l'Iran non plus. Mais je suis vraiment mécontent si Israël sort ce matin à cause d'une roquette qui n'a pas touché sa cible, qui a été tirée peut-être par erreur, qui n'a pas touché sa cible. Je ne suis pas content de ça. Monsieur Trump! Vous savez quoi? Nous avons essentiellement 2 pays qui se battent depuis si longtemps et si durement qu'ils ne savent plus ce qu'ils foutent. Vous comprenez ça? Bon, c'est vrai que Donald Trump a toujours cette façon de s'exprimer toujours très originale, mais on voit qu'il est quand même un peu énervé de l'attitude, aussi bien de l'Iran, mais sans doute encore davantage d'Israël, qui est quand même son allié. Il ne veut pas qu'il lui sabote son succès diplomatique. Parce qu'il ne faut pas oublier que Donald Trump cherche des succès diplomatiques, du business bien sûr, mais aussi des succès diplomatiques. Pour l'instant, avec la Russie et l'Ukraine, c'est quand même très compliqué, à cause des Européens en grande partie. Donc maintenant, il les fait tous cracher au bassinet de l'OTAN. Bon, c'est bien, ils ont été pris à leur propre jeu. Ah, très bien, vous voulez être autonome stratégiquement, commencez par payer, par m'acheter des armes. Bon, mais là, sur le Moyen-Orient, il a évidemment, il n'a pas envie que le cessez-le-feu soit rompu, surtout par son allié. Son grand allié, oui, Israël. Après, bon, il a toujours des airs un peu... Enfin, là, on dirait une maîtresse d'école qui distribue les bons points, les mauvais points, les images. Oui. Justement, il aimerait distribuer des images, mais pour l'instant, voilà. Donc, bon, c'est du Trump, quoi. Je pense qu'il en a aussi assez de temps en temps. Il a peut-être l'impression vraiment d'être dans une cour d'école et... Et paradoxalement, c'est pas forcément lui toujours le plus cow-boy et le plus bourrin, même si son mode d'expression l'est sans doute. C'est-à-dire, il a le réflexe impérial et total, mais de tous les présidents américains, c'est-à-dire de dire bon, écoutez, ça suffit maintenant, je vais faire ce que j'ai envie de faire, ce que je veux faire, je me fiche de ce que vous pourrez bien dire. Y compris les autres grands, y compris les Chinois, y compris les Russes, y compris... voilà. Mais en même temps, ce n'est pas, à mon avis... mais le problème, c'est qu'il est soumis à des pressions délirantes. Et il s'est laissé faire aussi, parce qu'il a quand même nommé 2-3 types qu'il n'aurait pas dû nommer. Donc, il y a quand même de nouveau des néoconservateurs purs et durs autour de lui, puis il y en a au Congrès, puis il y en a au Sénat, puis bon. Et donc, en même temps, il veut, malgré tout, essayer de passer, peut-être pas pour un peacemaker extraordinaire, mais en tout cas, quelqu'un qui n'entraîne plus les États-Unis dans des affrontements lourds, graves, dispendieux, bon. Donc là, c'est un peu contre-intuitif parce que ces frappes ont provoqué pas mal de colère dans sa base électorale, ce qu'on appelle la base MAGA, Make America Great Again, mais aussi dans une partie des républicains. On se rappelle de la députée Taylor Greene, par exemple, qui a été extrêmement virulente à l'égard de Donald Trump, de Tucker Carlson. On pense que Tulsi Gabbard ne devait pas être particulièrement d'accord avec ces frappes non plus. Comment on lit ça? Parce que toute cette polémique qui a fait suite aux opérations et à ces discussions quant à l'efficacité ou à la non-efficacité des frappes américaines, on pourrait aussi la lire comme cette résurgence des néoconservateurs, qui explique que finalement les frappes de Trump, c'était du bluff, ça visait à arrêter ce conflit entre Israël et l'Iran, ça n'a absolument pas fonctionné et l'objectif n'est pas atteint, par conséquent il faut continuer cette guerre contre l'Iran. Ah ben ça, je pense que ça reste l'objectif néocon. Après, quand Trump a déclenché son opération, avec le leurre habituel, c'est-à-dire oui, je me donne 2 semaines pour réfléchir, alors qu'en fait c'était lancé, quoi. Les avions avaient décollé. Je pense que là, il y a eu aussi des gens qui n'ont pas forcément compris que c'est ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire j'y vais, je reviens, quoi. C'est un coup qui a abouti quand même au cessez-le-feu. Parce qu'en fait, il est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire, il y a des pressions colossales
pour l'entraîner aux côtés d'Israël dans un affrontement délirant, où il y a tout à perdre pour les États-Unis, bon, mais tout à gagner peut-être pour Israël, ok, d'accord, mais enfin quand même. Donc là, il y aurait un problème effectivement vis-à-vis de sa base, vis-à-vis des gens qui l'ont élu justement pour s'occuper des États-Unis et plus du reste du monde sur le thème « je suis le gendarme ». Bien sûr. Donc il a cette pression et il a son envie qui est aussi une question de survie politique intérieure. Il y a les midterms qui arrivent bientôt. Ça va très très vite, les mandats américains. Bien sûr. Nous, déjà, c'est beaucoup trop court, mais alors eux, bon. Donc, et il doit montrer qu'il est capable d'avoir des résultats. Et là, il a eu un résultat, malgré tout. Ça s'est arrêté. Frappes israéliennes, si vous voulez, visuellement, cosmétiquement, on peut dire que c'est réussi. La question des dommages, mais est-ce que tout le monde ne va pas finalement être d'accord, même si les dommages ne sont pas considérables, pour dire l'Iran... Sauf ceux qui veulent que la guerre reprenne. Ah ben, ceux qui veulent que la guerre reprenne, ils ne changeront jamais. C'est-à-dire, les pressions vont continuer. Que ce soit en Israël, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même en Europe, que ce soit... Voilà, il y a des fauteurs de guerre structurels aux États-Unis et au Moyen-Orient et partout, et chez nous aussi d'ailleurs. Donc, il y a ces courants qui eux font ça aussi pour des raisons de politique politicienne. C'est-à-dire, ils veulent qu'on en finisse avec Trump rapidement et qu'on puisse revenir à une politique de pure puissance, de pur impérialisme, de pur colonialisme, à vrai dire. Parce qu'on est quand même dans ça, et on devrait quand même se rendre compte de ce qui se passe. On est dans une manière de voir les relations internationales qui est totalement inadaptée à l'état du monde actuel, mais où manifestement, nombreux sont encore ceux qui, de l'autre côté de l'Atlantique et en Europe, s'imaginent qu'ils vont dicter les termes tout seuls des accords avec des pays comme la Russie, comme la Chine, comme l'Iran, enfin des pays récalcitrants globalement. Finalement, ce à quoi on assiste avec cette affaire entre l'Iran et Israël, c'est exactement la même chose, avec une matérialisation, j'allais dire une illustration différente de ce qui se produit, avec l'impossibilité pour Trump de réussir à sceller une paix durable, comme ils disent, une paix durable en Ukraine. Absolument, absolument. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il continue à y avoir une ligne vraiment entre lui et Poutine. Au moins, ça discute à ce niveau-là, bon, avec des gens un peu sérieux, quoi. Et puis en dessous, avec Ushakov, en dessous, avec Medinsky, en dessous, bon, enfin bref, il y a quand même un certain nombre de gens sérieux, Dmitriev, bon, côté russe, et puis côté américain, il y en a aussi, Steve Witkoff sur l'Ukraine, il était quand même sérieusement plus réaliste et intelligent que le général Kellogg. Bon, malheureusement, c'est la ligne Kellogg qui l'a emporté, donc pour l'instant, c'est encore les Européens qui empêchent la paix. Concrètement, c'est quand même ça. Et les Russes qui continuent à avancer, ils viennent de saisir un gisement colossal de lithium dans l'oblast de Donetsk. Bravo, super. Grand succès, grand succès. C'est grave, il y aura des accords après avec les États-Unis. Mais il y en a, c'est déjà en cours. Non, mais c'est nous, du point de vue de nous aidons l'Ukraine, bien sûr, à survivre et à rester un pays souverain, bien sûr. Alors là, voilà, donc déjà un des 4 grands gisements qui, hop, passe côté sous contrôle russe, donc qui sera peut-être dealé avec les Américains par la suite, en effet. Et puis les Russes avancent vers Odessa. Et il y a des opérations là qui viennent de se produire. Alors je ne sais pas encore ce qu'il en est, donc c'est difficile d'en parler. Mais il se dit qu'effectivement, Odessa est devenu un nid d'espions, un nid d'agents, un nid occidentaux, allemands, français, britanniques, etc. Et il se dit qu'il y aurait eu une frappe russe et qu'il y aurait quand même un certain nombre de morts, non seulement des services secrets ukrainiens, qui étaient à leur place, j'allais dire. Même chez eux encore, mais aussi de Français. Voilà. Donc, à voir, à vérifier, je n'en sais rien, j'espère que c'est faux. Mais ce qui est sûr, c'est que la pression que nous mettons sur le flanc sud ukrainien, vis-à-vis de la Russie, rencontre une réponse de plus en plus déterminée. C'est-à-dire que là aussi, on va arriver, c'est quand même affligeant de bêtises, on va arriver à une prophétie autoréalisatrice,
sur le thème, il voulait prendre Odessa. Ben non, il voulait pas prendre Odessa, mais au bout du compte, si vous continuez à menacer la Transnistrie via la Moldavie, via la Roumanie, là je le fais à l'envers, mais bon, ça va dans l'autre sens, et que les Russes veulent donc eux faire un petit couloir tampon, là c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, eh bien ils vont devoir aller vers Odessa, ils vont devoir contrôler ça. Et donc la mer Noire terminée pour l'Ukraine. Et donc qu'est-ce qu'on cherche ? Mais qu'est-ce qu'on cherche ? Oui, il restera un peu d'Ukraine pour la Pologne. Que font les états-majors ? S'ils ne comprennent pas ça, enfin bon, moi ça me rend folle, mais voilà. Voilà. Si on doit conclure cette émission, Caroline Galacteros, comment vous voyez les mois à venir justement sur cette affaire ukrainienne et sur cette affaire iranienne et israélienne ? Parce que, au vu de tout ce qu'on a dit au cours de cette émission, on peut penser que tout cela est très précaire. Tout ça est très fragile. Tout ça est très fragile. Et je ne sais pas où on en est de véritables négociations en ce moment même entre Iraniens et Américains, par exemple. Là encore, quel rôle jouent les Russes, quel rôle jouent les Saoudiens aussi, qui sont importants quand même dans la zone, il ne faut pas l'oublier. Et sur le front ukrainien, je pense qu'on va vers un été chaud, un été très chaud, pas seulement au bord des plages. C'est-à-dire que la Russie, et là on l'a vu aussi avec ce qu'a fait Donald Trump, et ce qu'a fait Israël, mais surtout ce qu'a fait Donald Trump, et ce que font les Européens. Parce que là, il y a eu des déclarations de Dimitri Medvedev, là, qui n'est pas le plus calme des responsables russes, qui a expliqué que jusqu'à présent, que l'Ukraine entre dans l'UE, ça ne traumatisait pas particulièrement les Russes. Ça dit quelque chose de l'UE, d'ailleurs. Voilà. Mais que là, vu l'hostilité ouverte et enquistée des responsables européens, et qui continue de se développer, et la russophobie primitive qui continue de s'exprimer, eh bien, la Russie commence à trouver que finalement, l'Ukraine dans l'Europe, ça ne va pas non plus. Et que donc, il va falloir faire en sorte qu'au plan militaire, ça s'impose. Voilà, et de la même manière qu'il n'est plus vraiment question de mettre l'Ukraine dans l'OTAN, de toute façon, c'est impossible, puisqu'il faudrait qu'elle ne soit plus en guerre, et comme on ne veut pas faire la paix, c'est quand même compliqué, on ne peut pas tout avoir. Eh bien, pour l'UE, on pourrait avoir aussi des développements embêtants, et des développements justement vis-à-vis des forces de pays de l'UE qui sont en Ukraine, d'une façon... dans une posture d'hostilité claire et nette. Et d'ailleurs, on voit une forme de secret. Il n'y a plus d'équivoque, quoi. On voit une forme de secret de polichinelle, quelque part, autour de tout ça, parce que si la Russie dévoilait très clairement, comme ils le font, par exemple, ils renvoient les corps de soldats ukrainiens à l'Ukraine, ce qui pose un problème économique, d'ailleurs, à l'Ukraine. S'ils renvoyaient, si tant est que ce soit exact, des corps d'agents étrangers dans les pays d'origine, ce serait quand même une démonstration assez brutale de co-belligérance. Eh oui. Non, mais on est... Bien sûr, non, mais la co-belligérance, elle est... mais effectivement, pour l'instant, si vous voulez, c'est un peu comme ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est-à-dire, il y a un jeu qui est joué en accord tacite les uns avec les autres pour ne pas... que ça entrer, voilà, pour ne pas entrer vraiment dans un affrontement où chacun joue son va-tout, quoi. Et où ça s'appelle la Troisième Guerre mondiale. Et où ça s'appelle vraiment la Troisième Guerre mondiale. Je vous remercie infiniment, Caroline Galacteros, d'être revenue jusque nous. Chers téléspectateurs, pour aller plus loin, continuez cet été avec Caroline Galacteros sur sa chaîne Paix et Guerre. Faites grossir les rangs, 125 000 abonnés. Donc, on voudrait au moins 200 000. Eh ben ça, à la fin de l'été, vous y serez, j'en suis certaine. Chers amis, j'espère que cette émission vous a plu. J'espère que vous l'avez d'ores et déjà écrit dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.